Bienvenue dans votre émission Laval en mille et une cultures. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau le Centre des femmes africo-féminin, Madame Bintou Diallo. Bonjour Bintou. Bonjour Khady. Et la directrice du centre, Madame Rose Ngodiel. Bonjour. Bonjour. Merci. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités aussi. Voilà. J'aimerais un peu que vous vous présentez, qu'on sache qui sont ces femmes aujourd'hui derrière le Centre des femmes, qui est Rose et qui est Bintou Diallo. Okay, je vais laisser la parole à Rose en tant que coordonnatrice d'Africo-Féminin. C'est ça, voilà. Mais Rose, je suis Rose Ngodiel, je suis d'origine camerounaise. J'ai un baccalauréat en gestion comptable de HEC Montréal. Alors, je travaille beaucoup pour la cause des femmes, pour briser l'isolement des femmes, pour donner aux femmes un avenir. Pour moi, c'est une passion. Donc, c'est pour ça que je me suis vraiment intégrée dans le milieu communautaire. Et pouvoir venir en aide à ces femmes-là, c'est vraiment wow pour moi. D'accord. Ouais. Vous êtes au Québec depuis 2000, je pense. Oui, je suis au Québec depuis 2000. Ça va faire 17 ans que je suis au Québec. D'accord. Et en tout cas, j'ai épousé le Québec. Le Québec. Oui, sûrement les Québécois. Et puis, j'aime où je suis. Mon intégration, sûrement, n'a pas été facile, mais au moins, c'est la lumière au bout de l'horizon. Je peux me dire aujourd'hui que oui, je suis une vraie Québécoise. D'accord. Oui. Puis vous œuvrez pour la cause des femmes. Puis là, j'ai une compatriote doublement, Bintou. Oui, Khady. En plus, ce qui est génial, c'est que ma mère, son nom de famille, c'est Sow. Puis la mienne, elle est K. Donc, ça échange. Et K, ça veut dire Diallo. Ça veut dire Diallo, effectivement. Oui, je suis d'origine sénégalaise et oui, c'est Bintou Diallo. Donc, j'ai fait mes études ici, mon bac, ma maîtrise en sciences politiques, études politiques appliquées, un MBA en cours. Et je travaille pendant 6 ans dans l'international pour des ONG telles que Oxfam, Amnesty, UNICEF, ainsi de suite. Je ne peux pas énumérer toutes les organismes, effectivement. Et après 6 ans d'expérience, vraiment, j'ai découvert le communautaire et grâce à Rose, vraiment que j'ai découvert le communautaire. Et je me suis rendu compte que oui, la pauvreté elle existe chez nous. C'est beau d'aider ailleurs et puis oui, il faut aider, mais il y en a des gens ici qui sont énormément dans le besoin, des gens qui dorment à même le sol, qui n'ont pas de quoi mettre sous la dent. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dans le communautaire? Il y en a qui ont besoin d'aide et j'ai quelque chose à les apporter, pourquoi pas? Et là, je suis responsable de tout ce qui est la communication et actuellement, on travaille sur un projet. C'est un projet qu'on développe, donc on va en parler au fur et à mesure. Voilà. Oui, et qu'est-ce que je peux dire sur moi encore, ou mon travail? Votre organisme est situé à Parc Extension, effectivement, je pense. Oui. Puis là, vous parliez que c'était quand même un milieu où on avait besoin d'aide. Oui, effectivement, comme on a appris vraiment avec les recherches et tout, que Parc Extension, c'est un des quartiers les plus pauvres du Canada. Et en dehors de ça, plus de 57% de la population vivent en seuil de la pauvreté. Et quand on les visite, on sait que vraiment le besoin est présent. Et puis, il y a beaucoup de travail à faire. On a plus de 22 organismes dans Parc Extension, plus de 7 comités. Mais la pauvreté, elle persiste. D'accord. Et le Centre des femmes africo-féminin dans tout ça, moi, je vous dirais que je vous ai découvert récemment, mais j'étais impressionnée de voir que c'est un centre qui a 32 ans d'existence. Donc, ça a été créé quand, par qui? Et on sait pourquoi, mais quand et par qui? Mais le Centre africo-féminin, qui est le Centre des femmes de Parc Extension, a été créé par des femmes d'origine congolaise venant de Kinshasa. Donc, elles se sont réunies et elles se sont dit, mais les femmes africaines, quand elles arrivent ici, elles sont comme dépaysées, elles ne savent pas où aller, qu'est-ce qu'elles vont faire. Il n'y a pas vraiment une ligne directe pour les accompagner. Alors, elles se sont dit, OK, mais il faut que nous créions un centre pour les femmes africaines. Donc, à l'origine, c'était vraiment un centre pour les femmes africaines. Et étant réunies, elles n'avaient pas de subvention. Elles ont travaillé plus d'une dizaine d'années sans subvention. Donc, c'était vraiment leur temps, leur bénévolat qu'elles donnaient pour pouvoir
atteindre leur but et pouvoir aider ces femmes africaines. Il y avait aussi à l'époque beaucoup de services mis en place dans la majorité de ces femmes qui ont créé cet organisme-là. La fondatrice, elle est morte en 2007. C'est qui la fondatrice? La fondatrice, c'est Augustine Matimona. Elle était docteur. Et il y avait des docteurs, il y avait des ingénieurs, il y avait aussi des architectes d'origine africaines qui se sont réunis. Il y avait d'autres aussi qui venaient du Rwanda, qui étaient vraiment à l'intérieur, du Burundi aussi, qui se sont réunis tout ensemble pour pouvoir créer vraiment ce centre-là. Et ce sont des femmes vraiment géniales, mais qui avaient vraiment cette vision de faire quelque chose pour des femmes africaines. C'est là qu'est né vraiment Africo-Féminin. Mais après, au fur et à mesure que les années passent, Africo-Féminin, aujourd'hui, c'est devenu un centre pour toutes les femmes. Donc, c'est ouvert vraiment à tout horizon. La majorité de nos membres, vu le quartier sud-asiatique, viennent vraiment des pays sud-asiatiques comme Bangladesh, Pakistanais, Sri Lankais, l'Inde. D'accord. Donc, ce n'est plus seulement des femmes africaines, mais des femmes d'horizons diverses. Et c'est quoi la portée de vos actions? Quelle action menez-vous au sein du Centre des femmes? Oui, donc juste, je vais parler de notre mission d'abord. Notre principale mission est vraiment l'insertion sociale et économique des femmes immigrantes. D'accord. Et nous sommes vraiment à la porte d'entrée de ces femmes-là. On les accueille à bras ouverts. Quand on vient d'arriver au Canada, à Montréal, dans Parc Extension, on se retrouve avec souvent rien du tout. Donc, nous, notre mission, c'est de les accueillir. Comme Rose l'a mentionné tantôt, plus de 60% de nos bénéficiaires sont d'origine sud-asiatique, sont des femmes qui viennent souvent, qui ne parlent ni français ni l'anglais. Et quand on parle de l'insertion sociale, il est fondamental qu'il n'y ait pas de barrière linguistique, que tu puisses communiquer avec ta société d'accueil. Donc, on fournit des cours de francisation pour que ces femmes puissent communiquer, mais à côté aussi des cours de francisation, on les aide à meubler leurs appartements. Quand on a un appartement vide, avec le dépannage des meubles, en partenariat avec Brick, effectivement, et puis on donne le dépannage alimentaire qui se fait tous les mardis. Vous avez une banque alimentaire. Effectivement, tous les mardis. Donc, c'est une façon de suivre aussi les femmes qui viennent d'arriver, voir leur évolution. On vient d'arriver, on n'a pas de travail, mais le but, c'est que quand tu commences à t'intégrer, tu trouves un travail, que tu quittes, que tu laisses la place à d'autres femmes qui viennent d'arriver. Donc, nous, c'est une façon de mesurer l'évolution de ces femmes-là. D'accord. Puis vous les accompagnez au cours de leur évolution. Effectivement. On les accueille, on les intègre, on les accompagne, on fait le suivi avec elles. Maintenant, quels sont les défis que vous avez? Quels sont les défis à relever au niveau de ce centre pour mener à bien vos actions? Mais les défis qu'on a vraiment relevés, moi, je dirais, le premier défi, c'est du financement. Bon, mais financement, pourquoi? Parce que nous, en tant qu'employés, on est vraiment moins. Et on donne beaucoup du temps supplémentaire pour pouvoir aider ces familles qui arrivent et qui n'ont rien. Donc, on a une intervenante sociale. C'est lors de nos interventions qu'on arrive à retrouver quels sont les besoins des femmes. Et ayant trouvé les besoins des femmes, il faut que nous trouvions des solutions. Donc, il y a certains services comme solution, comme émanant de ces besoins que nous mettons en place, mais sans financement. D'accord, donc vous avez besoin de plus de financement. Donc vraiment, on a besoin deux fois de financer, comme ma collègue parlait tantôt, du dépannage des meubles. C'est sûr qu'on n'a pas un financement dessus, mais on a quand même un partenariat avec Blick qui nous le donne. Mais à ce moment, on a comme besoin d'un camion, on a comme besoin d'un chauffeur pour amener ça dans les familles, pour que les familles n'arrivent à vraiment rien payer et tout. Mais chaque année, il y a toujours une affluence des familles qui viennent ou de l'Asie ou de l'Afrique. De l'Afrique, d'Europe de l'Est ou de l'Europe de l'Est aussi. Donc, toutes ces familles-là, il faut... elle a parlé de ce service-là. Le service prime d'une famille immigrante qui arrive, c'est quoi? C'est le logement, le dépannage, l'alimentation, l'école pour ses enfants, la francisation, l'employabilité, comment elle peut faire pour faire toutes ces choses. Donc, c'est sûr que nous sommes aux premiers répondants. On répond vraiment dans le logement, on répond directement dans l'alimentation, dans ses enfants, et on répond aussi
au niveau de la référence pour la recherche d'emploi. OK. On arrive malheureusement bientôt à la fin de l'entrevue. Oui. J'aimerais avoir brièvement, c'est quoi le message de la fin pour vous vers les femmes, on s'en va bientôt vers la journée de la femme. Oui. Quel message vous avez? Puis en tant que centre des femmes, c'est quoi votre message pour conclure assez rapidement? Effectivement. Donc là, notre message, c'est de dire que le centre africo-féminin, c'est un centre pour femmes d'origine africaine à la base. On aimerait à ce que les femmes africaines viennent répondre au centre. Surtout après 30 ans d'existence, après 30 ans d'action, 30 ans d'entraide, de travail, on reste dans l'obscurité. Donc cette année-ci, d'ailleurs, notre défi, je reviens sur ça, notre principal défi, c'est la visibilité. D'accord. Et merci d'y avoir participé, Khady, en nous invitant aujourd'hui sur ce plateau. Et donc, dire à toutes les femmes intellectuelles d'origine africaine, venez répondre à Africo-Féminin. On a besoin de vous et c'est une contribution de la communauté africaine dans leur pays d'accueil. Oui, à la société. société. Nous. Effectivement, c'est montrer qu'Afrique est là, mais aussi on participe. On apporte quelque chose. Effectivement. Voilà. Et puis... Mais sûrement, en ajoutant de ce que ma collègue bientôt venait de dire, c'est que à la Journée internationale de la femme, c'est de mettre la femme en valeur. Voyez tout autour de vous une femme qui pleure, alors donnez-lui vraiment du soutien pour qu'elle puisse sourire. Moi, c'est vraiment ce que je peux dire. Le message que vous passez. Oui, voilà. Mais c'est vrai. Mais il y a aussi ça, et comme Bintou, je le réitère encore, venez, vous les femmes africaines, vous qui êtes là, pour pouvoir vraiment bâtir votre centre et vers l'avenir aussi. On a besoin de vous. Pour les 30 ans d'Afrique féminine, on a besoin de vous et on vous attend. En tout cas, merci beaucoup Rose. Oui. Merci Bintou, ce fut un plaisir de vous accueillir. Nous allons maintenant transiter vers notre chronique culture, tendance et mode avec Myriam. Alors Myriam, on dit quoi? Oui, bonjour Khady. Aujourd'hui, pour la chronique culturelle, je vous parle de Montréal en lumière, entre autres. Vous le savez, tout le monde le sait, la ville de Montréal vit au rythme des festivals et l'hiver ne fait pas exception. Alors, je vais faire une petite devinette. Si vous prenez des arts de la scène, vous ajoutez la gastronomie, vous saupoudrez de quelques flocons de neige et d'une brise glaciale, tout cela accompagné de créations techno et lumineuses, vous obtenez un festival qui en est à sa 19e édition. Bon, je vais arrêter les devinettes là. Je pense que vous avez tous deviné que je parlais de Montréal en lumière. C'est un festival qui a été créé en l'an 2000. Montréal en lumière, c'est un des plus grands festivals d'hiver avec une programmation qui allie les arts de la scène, comme je disais, la gastronomie, les activités extérieures, dont la célèbre Nuit Blanche que tout le monde nous envie. Pour la 19e édition, elle débutera le 22 février 2018 et elle va s'étendre jusqu'au 4 mars au quartier des spectacles à Montréal, avec bien sûr la Nuit Blanche qui aura lieu le 3 mars. Alors, le festival propose plus de 180 activités, pour la plupart qui sont des activités gratuites, en salle ou en plein air. Le volet art de la scène propose au menu du théâtre, du cirque, des concerts en salle et à l'extérieur, sur la place des festivals même. Alors maintenant, côté gastronomique, la tradition un peu du Festival Montréal en Lumière veut que l'on mette en avant une région d'ici ou d'ailleurs. Alors la région à l'honneur cette année, c'est la région de la Côte-Nord au Québec. Les organisateurs ont donc programmé des ateliers, ce qu'ils appellent des ateliers et conférences du savoir, avec des chefs qui sont issus de cette merveilleuse région québécoise. Pour l'avoir visitée, c'est vraiment très beau. Alors la cuisine boréale s'invite en ville. Et donc pour tout renseignement sur la programmation complète de Montréal en Lumière, vous pouvez aller visiter le site internet du festival. Voilà pour Montréal en Lumière. Maintenant, cette fois-ci, on va rester dans le domaine des festivals. On va parler du festival Fondu au Noir. Le festival Fondu au Noir, ou Fade to Black, en anglais, est comme son nom l'indique ou non, un festival de cinéma, mais pas que.
parce que c'est aussi un festival de musique et de danse. Donc ça, c'est un festival qui aura lieu du 22 au 25 février 2018 à différents endroits à Montréal, dont par exemple à l'Université du Québec à Montréal ou encore à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Alors, ce festival va s'ouvrir avec le ciné-causerie autour du film Cafou. Ça, c'est un film qui est réalisé par Monsieur Bruno Moural, qui est sorti en 2017. C'est un film qui est complètement créole. Je pense qu'on peut avoir les sous-titres en anglais, je pense, ou peut-être en français. Alors, soyez curieux, allez-y voir. Il y aura, entre autres, au programme, un comédie show avec le spectacle des Sœurs Saint-Louis. Le spectacle s'intitule Zaboka prise 2. Oui, prise 2 parce qu'il y a déjà eu la prise 1, la première prise. Et c'est une comédie qui est décrite comme étant à 70% en créole et 30% en français. Donc là, vraiment, la diversité est présente. Et surtout que cette année-ci, c'est Haïti, je crois, qui est mis à l'honneur lors de cet événement, lors de ce festival. D'ailleurs, l'une des Sœurs Saint-Louis qui présente ce spectacle, Gariana, est la première femme noire diplômée de l'École nationale de l'humour du Québec. Donc, ça promet, c'est une personne qui est vraiment très, très talentueuse. Vous pouvez aller voir, fouiller sur le net, voir sa biographie. Donc, le festival Fondu au Noir, pour terminer, il a été créé par la Fondation Fabienne Collat. Et pour toute information, rendez-vous au www.fonduaunoir.ca. Et maintenant, on va rester, on en avait déjà parlé dans l'émission précédente, mais on va encore en parler un petit peu parce qu'on est encore au mois de février. On va parler du gala, d'un gala hommage et spectacle au mois du mois de l'histoire des Noirs, qui aura cette fois-ci lieu, pas à Montréal, mais à la Maison des Arts de Laval. Alors, le mois de l'histoire des Noirs, bien sûr, se célèbre également à Laval avec ce gala, donc, qui aura lieu aujourd'hui. Vous avez encore le temps d'y aller assister. Ça va se tenir au Théâtre des Muses. Ça, c'est une salle qui se trouve à la Maison des Arts de Laval. C'est un spectacle musical avec comme artiste invité Ilam. Ilam, c'est la révélation Radio-Canada 2016-2017. Mais à part Ilam, vous pouvez découvrir aussi d'autres artistes tels que Cassandra Carrara, Judith Jean-Gilles ou encore David Campana, qu'on a déjà reçu ici à l'émission d'ailleurs. Et tout ce beau monde et bien d'autres personnes certainement seront de la partie. Alors, si vous n'avez pas eu le temps ou que c'est trop juste pour aller au gala hommage, il vous reste le Salon des affaires qui en est à sa 2e édition et qui propose une journée entrepreneuriale, immigrants et engagement communautaire. Donc, c'est autour de cette thématique, sous-thématique, on va dire. Cette journée aura lieu à la salle Allegra à Laval. Elle est organisée, je l'ai annoncé au début dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Voilà pour la programmation culturelle dans le Grand Montréal. Sur le plateau de Laval, en Mille et une cultures, Kairi, belle jeune femme avec un afro extraordinaire. Moi, quand je vous ai vu, je me suis dit, mais qui est donc cette femme, puis qu'est-ce qu'elle fait? Donc, Kairi, c'est qui? C'est qui Kairi, en fait? Je suis une jeune musicienne qui est très active sur la scène hip-hop, je dirais, de Montréal. Je fais du violon, je rappe, je chante, puis je produis mes beats aussi. D'accord. Donc, vous faites vos beats vous-même. Est-ce que vous produisez pour d'autres aussi? J'ai produit un peu pour mon groupe, là, le groupe dans lequel je faisais partie, Banilon. Mais en ce moment, juste pour moi, parce que ça fait pas super longtemps que j'en fais, donc je suis pas assez rapide pour produire pour d'autres personnes. D'accord. Ouais. Kairi, vous êtes rappeuse, chanteuse, violoniste. Oui. Vous êtes aussi boxeuse. Hein? Oui, dans une vie parallèle, je fais ça en ce moment. Ouais. Voilà, mais même récemment, j'ai vu que vous avez gagné un combat récemment
en boxe. Oui, j'ai gagné une compétition, en fait. C'était les gants d'argent. C'est un championnat provincial, donc je suis championne du Québec dans ma catégorie. Ouais. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous définit le plus? Êtes-vous plus violoniste que rappeuse ou vous êtes tout ça à la fois? Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours fait plein de choses en même temps, donc j'ose dire que je suis tout ça à la fois. Puis justement, dans mes projets, je m'empêche pas de mélanger un et l'autre. J'ai toujours été quelqu'un qui faisait... J'ai eu la chance, en fait, de faire beaucoup d'activités quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai toujours mélangé le sport avec la musique. Même, je faisais partie d'un programme sport-études, mais j'étais en art-études dans le temps, en musique, mais j'étais la seule du programme à faire et sport-études et art-études. Donc, déjà, lorsque j'étais jeune, j'avais la chance de mélanger mes disciplines. Je faisais 3 soirs de semaine le violon, 2 soirs le ski alpin dans ce temps-là, puis la fin de semaine aussi le sport et la musique. La musique. Le violon que vous avez commencé très jeune, à quel âge? J'ai commencé le violon à 7 ans. À 7 ans. Puis vous avez fait le conservatoire de musique. Exactement. Est-ce que vous vous attendiez à un parcours plus classique, parce que c'est ce qu'on attend quand on fait du violon? Pourquoi avoir rejoint la scène, bifurqué vers la scène hip-hop? Non, lorsque j'étais plus jeune et que je faisais du violon, en fait, j'envisageais pas du tout une carrière musicale. Ça n'a jamais été quelque chose même que j'aurais imaginé du tout, là. Dans ce temps-là, j'avais quand même de la facilité à l'école, donc je me disais, je vais aller dans une job payante. Puis aussi, considérant que mon père vient du Burkina Faso, puis on dirait qu'à cette époque-là, je me disais, je lui dois quelque chose, j'ai la chance de faire plein d'activités, d'avoir comme des parents qui sont vraiment là pour moi. Donc, en échange, je dois être la meilleure à l'école puis vraiment performer. C'est ce que je me disais. Pour moi, la musique, mes parents voulaient que j'en fasse comme... ils me disaient de développer une partie de mon cerveau, là, je sais pas trop. D'accord, OK. Mais visiblement, c'est resté. Puis, en fait, j'ai jamais été capable d'arrêter. Lorsque j'ai dû choisir, lorsque j'ai étudié au cégep en sciences nature et en musique, à la fin, je devais choisir soit m'en aller en sciences à l'université. Puis je savais que si j'arrêtais la musique à ce moment-là, je pourrais comme plus continuer parce qu'il y a une limite, on peut plus... D'accord. Donc je me suis dit, non, je vais terminer mon bac en violon, puis ensuite, au pire, j'irai étudier dans un domaine scientifique ou quoi que ce soit, puis finalement, j'ai jamais arrêté. D'accord. Donc vous faites actuellement ce qui vous passionne, la musique, puis le rap. Mais le rap semble être un milieu exclusivement masculin, hein? Oui, majoritairement, je dirais. Exclusivement, je trouve que c'est lourd comme mot. OK. Au contraire, je veux dire, dans l'historique du rap, si on recule dans les années 80, j'ose dire qu'il y avait autant de MC femmes que d'MC masculins quand on regarde aux États-Unis. Puis le hip-hop, à la base, c'est la religion que les Noirs américains n'avaient pas la chance d'avoir, entre guillemets. Donc, tu sais, au départ, c'était vraiment pour tout le monde. Puis c'était juste du gros love, vraiment de l'amour, puis juste des objectifs, c'est exemple des valeurs, faire passer des valeurs, puis montrer une éthique, disons. OK. Mais maintenant, dans l'évolution du hip-hop, je pense que dans les années 2000, c'est devenu très commercial, puis il prônait comme beaucoup le sexe, la drogue. La drogue. Avec tout le gangstérisme, mais c'était aussi ce qui se passait aux États-Unis. Je veux dire, veux pas, c'est un reflet. Le hip-hop, c'est quelque chose qui reflète la société. Aujourd'hui, moi, dans les années 2000, lorsque j'étais jeune, je me sentais, tu sais, j'en écoutais, mais je me sentais moins... Attirée? Pas attirée, mais je veux dire, je me voyais pas... Faire ça? Je voyais j'avais aucun modèle et exemple. D'accord. À part, disons, je dirais, Queen Latifah était plus là, donc Missy Elliott, je trouvais ça cool ce qu'elle faisait, mais moi, c'était moins mon genre. Il y avait pas beaucoup, sinon c'était genre Lil' Kim, mais Lil' Kim était très sexuée, donc moi, je me voyais moins faire ça. Puis c'est au Québec, j'ai eu la chance de voir, je pense que c'était en 2012, le groupe À la Claire Ensemble en spectacle. D'accord. C'est du rap plus léger, un peu drôle, puis c'est comme pour tout le monde, super gentil. Puis là, je me suis dit, je pourrais comme en faire moi aussi. Puis c'est vraiment eux qui m'ont donné envie de me lancer. Ensuite, j'ai commencé beaucoup à travailler mon écriture, puis quelques années plus tard, voilà... Mais le rap canadien, le rap québécois ne semble pas être une grande scène aussi. Donc, comment ça fait au Québec? Hein? De plus en plus, en tout cas. Je veux dire, les rappeurs, ils remplissent le Club Soda, le Métropolis. Mais comment se faire une place quand on est une jeune femme? Puis vous avez un groupe, je pense, Kairi. Comment pensez-vous faire votre place dans cet univers-là? Quand je fais de la musique, je me pose pas ces questions-là. Honnêtement, je veux dire... Je fais du mieux que je peux. Puis voilà, c'est ça. Je pense que si je travaille fort, bien,
que j'écoute les conseils de mon entourage, j'écoute les conseils de mes mentors, puis des gens qui travaillent avec moi. Je pense que ça va bien aller. Au final, c'est ça aussi. Au quotidien, ça donne quoi? Comme par exemple, qu'est-ce que vous avez fait récemment, vous, avec votre groupe? Justement, hier, j'avais une performance. Je faisais partie du house band d'un projet qui s'appelle, c'est plus anglo, Rap Battle for Social Justice. Puis hier, c'était Rap Battle for Representation. C'était une levée de fonds pour la communauté LGBT, les Autochtones, puis les Noirs, les minorités, en fait. Puis c'est un programme qui aide les jeunes qui font partie de ces communautés-là à grandir puis à devenir des artistes complets par du mentorat. Puis je faisais partie de ce show-là. Il y a environ 500 personnes, c'était fou, là. Il y avait 400 personnes qui disaient qu'elles allaient venir, puis genre 1800 intéressés sur l'événement. Il y a environ 500 personnes qui sont venues. C'était vraiment fou. C'était incroyable comme soirée. Fait que ça, c'était hier. J'ai eu la chance de jouer du violon dans le house band. J'ai rappé avec des collègues rappeurs, justement. Et c'est ça, j'ai rappé, puis j'ai fait mes compos. J'ai fait la compo que je vais faire plus tard. Et puis, c'était un house band exclusivement de femmes. D'accord. Ouais. Donc, vraiment... C'était vraiment une soirée particulière. Donc, en fait, vous êtes féministe. Hein? Je pense que quand tu es une femme, je veux dire, vous devez être féministe. Tu n'as pas le choix d'être micro. C'est déjà un acte féministe en soi. Voilà. Aujourd'hui, en 2018, je pense pas... Je veux dire, oui, là, c'est sûr qu'il y a des extrêmes et tout, mais comme on n'a pas besoin de se déclarer féministe, juste besoin de faire des actions concrètes. Puis les messages que vous passez dans votre chanson, qu'est-ce que vous passez comme message? Je pense que je passe les messages... là, ça dépend. Là. Dans mon groupe... dans Kairi ou quand vous êtes seul? Oui. Honnêtement, je parle de ce qui me tente de parler. Dans Kairi, je pense que c'est un petit peu plus engagé politiquement parce qu'on essaie... C'est une musique qui soigne les gens. C'est ça notre mission. On essaie de faire du bien. D'aller toucher des sujets un petit peu plus puissants. On parle de la justice beaucoup. On parle... ma collègue Iri est d'origine éthiopienne, moi d'origine burkinabé. Donc, on essaie de mixer les deux côtés de l'Afrique avec le Montréal, la ville dans laquelle on évolue. D'accord. Sinon, avec mon groupe Banilon, on parlait... Ça, c'était plus drôle un peu, mais c'est toujours avec les yeux de femmes. D'accord. Moi, personnellement, c'est des histoires que j'ai vécues. Je peux avoir des chansons d'amour. Il y a une chanson que j'ai écrite en ce moment sur... ça va s'appeler Forme. Puis je parle un peu de le fait d'être en forme, mais aussi le fait, comme t'es pas toujours en forme ici. Ici, mentalement? Oui, mentalement. Ça touche un peu la maladie mentale. La chanson que je vais parler plus tard, c'est la chanson la plus engagée, en fait. C'est celle que vous allez nous interpréter? Oui, exactement. D'accord. C'est les propos de Donald Trump qui m'ont inspirée il y a quelques semaines, là, lorsqu'il parlait des pays... Des shit. Oui, c'est ça, exactement. J'ai trouvé ça déplorable. C'est ça. On dirait que c'est ça, ça m'a énervée. Fait que j'ai écrit ce verse-là. Merci, Kairi. On va se quitter sur une de tes chansons, deux filles qui font leur beat dans la rue et qui parlent d'injustice. Merci de nous avoir suivis. Pour toute question, suggestion et information, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. À la semaine prochaine et on se quitte sur une belle chanson de Kairi. Back to the days, remember those days, c'est Fondation qui m'appelle. Retracine sa ligne, fait vibrer mon âme telle une peau étirée, soignée. Qu'on martèle des deux côtés du tambour, c'est terre qui nous protège. Manège divisé pour mieux régner, on sait les faire faire. Je comprends pas ce qu'on attend pour crier respect. C'est poumonnier, faut le faire pour sortir du contexte. Un président raciste, faut le faire taire. J'entends les théories, mais ce que je vous dis, c'est vrai. Prends pas la tête à Papineau pour comprendre les faits. On est tous égaux juste à sortir direct. Prendre ma rue, crier fort, défendre nos intérêts. On fait du mieux qu'on peut, on peut faire plus, je sais. Étudier, être conscient de notre pouvoir concret. Moi, mon âme, c'est la musique et je sors les points. Je mets les points sur les i et je tire l'archet.